Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours VT-Skills. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie des capteurs pour la collecte de données météorologiques. Cette leçon fait partie du domaine des compétences numériques dans le module de surveillance. Dans ce cours, nous aborderons des sujets tels que les effets du climat sur la vigne, les données à collecter pour optimiser les processus de prise de décision, la collecte de données météorologiques dans le vignoble, l'évaluation et le contrôle de la qualité des données collectées, leur interprétation et les alternatives open source aux stations météorologiques commerciales. Nous commençons notre leçon par une introduction à la relation entre la vigne et le climat. La vigne est une plante qui nécessite des conditions climatiques spécifiques pour croître, produire et continuer à produire régulièrement tout au long de la vie d'un vignoble. La vigne peut être cultivée aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, entre le 30 et le 50 parallèle. L'Europe continentale, les États-Unis et certaines régions du Canada, ainsi que de petites parties du Japon et de la Chine, sont les principales zones de production dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Pérou et la Nouvelle-Zélande sont les pays les plus représentatifs. La vigne ne tolère pas les températures froides extrêmes et limite sa croissance à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. La température optimale pour le développement et la production se situe entre 20 et 30 degrés Celsius et nécessite entre 500 et 900 mm d'eau par an. Des éléments tels que les vents dominants, la proximité d'étendues d'eau comme les lacs et les mers, l'exposition des rangées et la proximité de forêts peuvent fortement influencer le microclimat du vignoble et les réponses physiologiques de la plante. Les informations de la diapositive précédente sont génériques et certains concepts ont été abordés plus en détail dans les leçons précédentes, en particulier dans la leçon sur la gestion de l'eau. Nous devons également tenir compte des effets de la génétique et de la sélection, qui peuvent faire varier les réponses aux stimuli et aux conditions environnementales. Nous savons également qu'avec le changement climatique en cours, certaines ressources, comme l'eau, deviendront de plus en plus difficiles à fournir naturellement, et que certaines conditions, comme les fortes chaleurs, les sécheresses, les pénuries d'eau et les inondations, deviendront plus fréquentes. C'est pourquoi la surveillance du climat et des conditions météorologiques revêt une importance stratégique à court, moyen et long terme. Les éléments du climat qui influencent le plus les plantes sont la température, l'humidité relative et le rayonnement ultraviolet. Tous ces éléments affectent également l'eau et sa disponibilité, la capacité et le potentiel de photosynthèse des plantes et, par conséquent, leur capacité à produire suffisamment de nutriments pour répondre aux besoins de croissance de la plante pour l'année en cours et l'année suivante, et pour assurer une qualité et une quantité élevée du produit. Par conséquent, tous ces éléments climatiques doivent être surveillés afin de comprendre leurs effets potentiels sur la physiologie des plantes. Les événements extrêmes peuvent être préjudiciables à la plante. L'excès d'eau peut provoquer l'asphyxie des racines ou l'érosion du sol, ce qui entraîne la perte de nutriments et l'exposition des racines à l'air. La grêle peut complètement enlever les feuilles, endommageant irrémédiablement la production de l'année et risquant de ne pas accumuler de nutriments pour l'année suivante, ainsi que causer des dommages aux grappes et aux fleurs, pouvant entraîner la perte de la production d'une année. Les gelées, en particulier les gelées tardives, après l'ouverture des premières feuilles lors du redémarrage végétatif, peuvent avoir un impact considérable sur la santé des plantes, en desséchant les feuilles et en endommageant les fleurs. Les vagues de chaleur prolongées peuvent accélérer le processus de maturation, mais ralentir la photosynthèse, provoquant des brûlures sur les feuilles et les grappes et réduisant la qualité du produit final. Les systèmes de surveillance du climat devraient fournir des alertes précoces permettant de prendre les mesures nécessaires, telles que l'installation de filets anti-grêle, l'application de produits de protection comme la zéolite pour le froid et le kaolin pour la chaleur, et l'irrigation en dernier recours. La crise du mildiou de 2023 est un exemple de l'importance des données météorologiques dans la gestion de la vigne. Cette année, au printemps, de nombreuses régions d'Italie et d'autres pays ont connu des pluies multiples et prolongées. La pluie et l'humidité relative élevée favorisent le développement du mildiou, qui doit être géré par des mesures phytosanitaires. L'application de produits à base de cuivre, parmi les plus efficaces à ce jour dans la production biologique, agit comme une culture de couverture préventive. C'est pourquoi il doit être appliqué dans des fenêtres temporelles très étroites après un épisode pluvieux infectieux. Savoir quand traiter, s'assurer que le traitement n'est pas gaspillé en raison de retard dans l'opération
ou d'un épisode de pluie immédiatement après le traitement a été le principal défi pour les agriculteurs. Malheureusement, de nombreux viticulteurs se sont retrouvés dans des situations extrêmes, perdant la quasi-totalité de leur production à cause du champignon. L'utilisation correcte des données météorologiques aurait pourtant permis d'optimiser les opérations. Le changement climatique en cours nécessite des ajustements dans la manière de cultiver les plantes, en incorporant des stratégies de gestion qui atténuent les effets de ces événements. La vigne étant une culture pérenne, il est difficile de mettre en œuvre des adaptations à court terme. Certains choix de gestion spécifiques, effectués au moment de la plantation, tels que l'exposition et le sixième, étaient peut-être valables il y a 10 ans, mais commencent aujourd'hui à être contre-productifs. Par exemple, les expositions sud et ouest ont tendance à être plus chaudes que les expositions est et nord. C'est pourquoi les adaptations sont classées en adaptations à court, moyen et long terme. Ces adaptations doivent cependant suivre des logiques dictées par les besoins réels des plantes, ainsi que par les conditions climatiques à court et à long terme. Pour choisir le système d'adaptation le plus approprié, il est essentiel de disposer de données météorologiques actuelles, historiques et fiables. Quelles sont les données qui nous intéressent pour une bonne gestion du vignoble? Les données sont multiples et analysent différents aspects de l'écosystème agraire complexe, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres leçons. Nous disposons de données relatives à la plante seule, comme la vigueur végétative, de données relatives aux fruits, y compris l'état de maturité, de données relatives au sol, y compris la texture, et de données relatives au climat, y compris les précipitations et la température. D'autres données, qui complexifient l'ensemble des données à la disposition de l'agriculteur, concernent l'entomofaune, qui peut être obtenue à l'aide de pièges ou de systèmes de surveillance non destructifs, la grande faune, comme les ongulés, l'avifaune et la flore spontanée, qui est un indicateur indirect des caractéristiques du sol, de la qualité de l'eau et de bien d'autres choses encore. Tous ces éléments influencent directement ou indirectement, positivement ou négativement, le développement du vignoble et le produit final. Le vignoble est un écosystème complexe qui s'étend au-delà de la plante elle-même. Pour en revenir à notre leçon, les données qui nous intéressent sont celles liées au climat, notamment la température, l'humidité de l'air, les précipitations, le rayonnement solaire et la vitesse du vent, qui sont parmi les plus importantes. Elles peuvent être obtenues à l'aide d'instruments de terrain, comme les stations météorologiques, ou de données satellitaires. Une seule donnée ne suffit pas. Un ensemble de données, interprétées en informations, est nécessaire pour bien comprendre un phénomène, un potentiel ou une situation en cours. Prenons l'exemple de l'effet de la pluie. Pour mesurer précisément ces effets, il faut connaître la quantité de pluie tombée, généralement exprimée en millimètres, ainsi que l'humidité relative, l'humidité des feuilles et l'humidité du sol. Par exemple, une pluie de plus de 10 mm, accompagnée d'une humidité relative élevée, au début de la saison, peut entraîner des infections de mildiou. Autre exemple, une pluie inférieure à 6 mm est considérée comme impraticable pour l'alimentation en eau de la plante. Cependant, l'humidité du sol, l'humidité de l'air et la température doivent également être évaluées pour déterminer s'il était nécessaire d'irriguer. Nous avons donc besoin de différentes données pour pouvoir interpréter les conditions sur le terrain et évaluer les choix de gestion. Le tableau de cette diapositive résume les données requises pour les principales opérations et les principales informations nécessaires à une bonne organisation. Quelles sources pouvons-nous utiliser pour obtenir les données qui nous intéressent? Comme indiqué plus haut, nous disposons de plusieurs sources qui nous permettent d'obtenir des données à différentes échelles temporelles et spatiales. Les stations météorologiques sont des instruments placés sur place qui collectent des données en continu, avec un décalage de quelques minutes ou de quelques heures selon les réglages. Elles fournissent des informations microclimatiques détaillées pour la zone dans laquelle elles sont situées. Mais pour faire des prévisions, elles nécessitent un réseau de stations, où chaque station représente un nœud. Cette extension dans l'espace permet de collecter des données valables pour les prévisions. Les prévisions à long terme nécessitent des instruments à large portée, tels que les réseaux de radars et les données satellitaires. Un radar météorologique détecte dans un volume d'atmosphère la présence d'hydrométéores, c'est-à-dire de gouttes de pluie, qui influencent la propagation du faisceau radar par le biais d'ondes électromagnétiques. Un radar météorologique se compose donc d'un émetteur d'ondes électromagnétiques de forte puissance et d'un récepteur qui enregistre les réponses. Les images satellites, quant à elles, prennent un instantané des conditions atmosphériques à différentes longueurs d'onde.
Les intensités relatives de ces longueurs d'onde fournissent des informations sur divers événements météorologiques ou classent certaines conditions atmosphériques. Comme le montre le tableau, pour obtenir des informations sur la température des nuages, nous avons besoin d'images satellites à des longueurs d'onde de 10-11 micromètres. Ces deux instruments, en particulier le satellite, nous permettent d'obtenir des données à grande échelle, ce qui permet d'établir des prévisions météorologiques à moyen et à long terme. Dans le vignoble, nous nous intéressons particulièrement aux conditions microclimatiques, c'est-à-dire aux conditions qui se produisent dans une zone localisée de taille variable. Les légères variations d'humidité et de température qui peuvent non se produire en fonction de l'exposition, du type de sol et de la proximité d'éléments qui influencent le microclimat, comme les forêts ou les lacs, peuvent fortement influencer les besoins du vignoble, mais sont difficilement identifiables à l'aide d'instruments de grande envergure, tels que les satellites. C'est pourquoi nous avons besoin de stations météorologiques. Dans cette diapositive et la suivante, nous verrons quelques capteurs utilisés sur les stations météorologiques. Sur l'image A, nous avons un capteur d'humidité du sol. Le capteur détermine la constante diélectrique du sol, qui varie en fonction de la teneur en eau. Cette propriété permet d'estimer indirectement l'humidité du sol. Les capteurs d'humidité du sol se composent généralement d'une sonde et d'un circuit de mesure de l'humidité. Une fois insérés dans le sol, la sonde mesure la constante diélectrique du sol. Les circuits de mesure envoient des signaux à la sonde et reçoivent des signaux que la sonde réfléchit. En évaluant la phase et l'amplitude du signal réfléchi, le capteur calcule la constante diélectrique du sol et détermine ainsi le taux d'humidité. La figure B représente une station météorologique équipée d'un capteur d'humidité, contenu dans la structure cylindrique blanche, et d'un anémomètre en haut à droite. L'image C montre un capteur d'humidité des feuilles. Il est utilisé pour mesurer le niveau d'humidité ou de mouillage à la surface des feuilles. Deux méthodes sont utilisées pour effectuer cette mesure. La variation capacitive de la constante diélectrique entre deux électrodes formant le capteur, causée par la présence de gouttelettes d'eau sur la surface, et l'impédance, c'est-à-dire la résistance au passage d'un courant électrique alternatif, due à la présence d'eau sur le capteur. Les images D et E montrent une autre station météorologique complète, comprenant un anémomètre, un pluviomètre, un hygromètre et un thermomètre, ainsi qu'un gros plan du capteur du thermomètre. Cette station météorologique est équipée d'un thermomètre à bulbe humide et d'une sonde thermométrique. Ces différents thermomètres fournissent des relevés précis de la température et de l'humidité relative. La collecte des données des stations météorologiques est un processus plus complexe qu'il n'y paraît. Pour garantir l'exactitude des données observées, il est nécessaire de procéder à des contrôles de qualité. Les contrôles de base à effectuer sont la vérification de l'identité des données, c'est-à-dire la certitude que nous pouvons attribuer une donnée à un endroit précis, dans l'espace et dans le temps. Ensuite, il faut vérifier le format des données, leur encodage et leur ordonnancement, ce qui permet de déterminer si les capteurs ont connu des problèmes de communication et si le message entre le capteur et la base de données a été enregistré correctement. Une fois les données enregistrées, l'exactitude de l'unité de mesure doit être évaluée afin de s'assurer qu'elle est précise et qu'elle reste cohérente d'une mesure à l'autre. Enfin, il faut vérifier qu'il n'existe pas de données impossibles. Par exemple, une valeur de précipitation mesurée inférieure à 0 ou une température supérieure à 60 degrés Celsius. Un autre élément à évaluer pour déterminer si nos données sont correctes est l'analyse des quantités relatives. Celles-ci peuvent être considérées comme les valeurs de données provenant d'autres sources, qui peuvent être lues en conjonction avec les données en question pour s'assurer de leur exactitude. Un exemple est la nébulosité, en relation avec l'enregistrement d'un événement pluvieux. Si le satellite enregistre l'absence de nuages, ou si le capteur UV enregistre des valeurs d'irradiation élevées, indiquant l'absence de couverture nuageuse, mais que notre pluviomètre enregistre un événement pluvieux, il pourrait s'agir d'une lecture incorrecte. Les séries chronologiques constituent un autre moyen de contrôle. En prenant des données en continu, de mois en mois et d'année en année, nous créons des séries chronologiques de données. Nous obtenons, par exemple, des données de température pour différents mois de l'année sur plusieurs années consécutives. Cela nous permet d'évaluer les variations d'un phénomène d'une année à l'autre en déterminant si les données obtenues sont cohérentes d'une année à l'autre ou si elles présentent des fluctuations suspectes. Avec le changement climatique en cours, il est malheureusement difficile d'établir une moyenne de période concrète et cohérente. Les fluctuations et les extrêmes provoqués par le changement climatique
rendant ces moyennes incalculables ou insignifiantes. C'est pourquoi il est important de disposer de données historiques correctes et fiables. L'un des moyens de garantir la qualité des données est de positionner correctement la station météorologique, de sorte que les éléments perturbateurs n'influencent pas les résultats. La règle de base à suivre pour le positionnement de la station est d'abord de choisir une zone qui représente l'ensemble de la parcelle. Pour ce faire, il faut envisager d'installer la station ni à l'altitude la plus haute, ni à l'altitude la plus basse, en évitant les zones sujettes à la stagnation de l'eau ou à une exposition extrême au vent. L'emplacement optimal est une pente moyenne avec un gradient constant, loin des clôtures ou des routes qui pourraient perturber le microclimat ou compromettre les mesures. L'ombrage doit être évité ou réduit à la période la plus courte possible. L'emplacement doit garantir une accessibilité optimale pour les activités de maintenance et la vérification des performances du dispositif. Enfin, la zone doit bénéficier d'une couverture de signal adéquate si la station utilise une transmission sans fil, telle que LoRa, Wi-Fi ou LTE. Après s'être assuré que les données sont correctes, il faut les interpréter. Comme mentionné au début de la leçon, pour comprendre les effets d'un événement, il ne suffit pas d'examiner un seul type de données, mais plusieurs. Les précipitations, la température et l'humidité relative de l'air et du sol fournissent ensemble suffisamment d'informations pour identifier le besoin d'irrigation. La température et le rayonnement peuvent donner une idée du rythme du développement phénologique. Le vent et la température indiquent si nous nous trouvons dans des conditions optimales pour un traitement phytosanitaire. Un système qui permet l'interprétation est le OAD, ou système d'aide à la décision. Il s'agit essentiellement d'un système d'algorithmes et de modèles qui, sur la base des données météorologiques mesurées, calculent la probabilité qu'un événement spécifique se produise. Les systèmes d'aide à la décision sont notamment utilisés pour mesurer la pression des pathogènes, les besoins en irrigation et la structuration de la fertilisation. Les OAD présentent plusieurs avantages, tels qu'une analyse avancée des données avec davantage de calculs et d'automatisation que les systèmes d'interprétation traditionnels, des prévisions précises utilisant des modèles climatiques complexes et la possibilité de fournir des informations personnalisables en fonction de la structure de la culture et du type de gestion. Ils permettent de réduire les risques en envoyant des messages d'alerte lorsque des conditions météorologiques nécessitant une intervention sont détectées, que ce soit en raison du développement de pathogènes ou de l'état critique des plantes. Cela implique également une utilisation efficace des ressources, en utilisant les intrants que lorsqu'ils sont réellement nécessaires. Enfin, elles permettent une analyse continue en temps réel, quelles que soient les conditions extérieures. Les stations météorologiques commerciales sont disponibles en grande quantité et dans une large gamme de prix d'achat. Une alternative peut être trouvée dans les solutions à code source ouvert. Les logiciels libres sont des logiciels distribués, généralement gratuitement, selon les termes d'une licence libre qui en autorise l'étude, l'utilisation, la modification et la redistribution. En d'autres termes, un système open source est gratuit et peut être librement modifié. Ces outils open source permettent de créer des codes et des automatismes pour le fonctionnement des stations météorologiques. La partie matérielle, quant à elle, peut être gérée par des systèmes tels qu'Arduino. Arduino est une plateforme matérielle et logicielle composée d'une série de cartes électroniques équipées d'un microcontrôleur et d'un logiciel permettant une programmation simplifiée. Les petits dispositifs, tels que les projets qui utilisent des capteurs, des actionneurs et la communication avec d'autres dispositifs, y compris les capteurs météorologiques, peuvent être mis en œuvre relativement rapidement. Une fois la carte Arduino mise en œuvre, les commandes et les codes permettant de faire fonctionner la station peuvent être trouvés sur des plateformes gratuites telles que GitHub. Cette diapositive présente un schéma d'un système de bricolage libre qui reproduit les fonctions d'une station météorologique commerciale en utilisant des composants électroniques couramment disponibles et des logiciels libres. L'architecture technique d'une station météorologique open source se compose de capteurs, c'est-à-dire d'éléments d'entrée, qui sont des dispositifs qui convertissent un paramètre physique en un signal électrique analogique ou numérique. Le cœur du système est un MCU, Microcontroller Unit, monté sur un circuit imprimé, par exemple Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico, etc. Il a pour fonction de recevoir les signaux des capteurs et de les convertir. Si le signal est analogique, il est converti en numérique via le convertisseur analogique numérique, ADC, intégré ou externe du MCU. S'il est numérique, il est lu directement,
par exemple via I2C ou SPI. I2C, Inter-Integrated Circuit, est un protocole de communication série à 2 fils couramment utilisé pour connecter plusieurs capteurs à un microcontrôleur. Le micrologiciel écrit dans des langages tels que C, C++ ou MicroPython s'exécute sur le microcontrôleur. Des bibliothèques libres spécifiques à chaque capteur sont utilisées pour gérer la communication I2C, SPI, UART et pour lire et interpréter les signaux en valeur physique absolue. Par exemple, la lecture ADC 1023 peut être convertie en 3,3 volts, qui est ensuite convertie en 25 °C Celsius, en fonction de la courbe du capteur. Les valeurs peuvent être normalisées, filtrées et, si nécessaire, sauvegardées ou transmises. Les données traitées sont envoyées sans fil, via Wi-Fi, Bluetooth, LoRa ou Zigbee, à un récepteur d'enregistrement, serveur, PC, cloud ou carte SD. Le logger enregistre les données au format CSV, JSON ou au format base de données, par exemple SQLite, InfluxDB. Les données peuvent ensuite être visualisées à l'aide d'outils tels que Grafana, Web Dashboard, HTML, JS ou Spreadsheets. Comme nous l'avons vu, les stations météorologiques peuvent accumuler des données dans un log ou envoyer ces données via des systèmes sans fil. Il existe de nombreux types de systèmes sans fil, du Wi-Fi classique et du Bluetooth à des systèmes plus complexes tels que LoRaWAN, qui, contrairement au premier, couvrent de vastes zones. Dans les diapositives suivantes, nous verrons quelques exemples de capteurs bon marché qui peuvent être utilisés dans la création d'une station météorologique open source. Nous voyons ici un capteur d'humidité et de température atmosphérique qui nécessite un système d'ombrage pour éviter qu'il ne soit affecté par le rayonnement. Comme ce capteur intègre à la fois la température et l'humidité, il permet de calculer l'humidité relative, c'est-à-dire le rapport entre la densité de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère et la densité de la vapeur saturée à la température du mélange, c'est-à-dire qu'il permet d'évaluer le degré de saturation ou de non-saturation de l'air en vapeur, ce qui est évalué à l'aide de calculs psychométriques, où la température de l'air est l'un des facteurs déterminants. L'autre capteur sur la diapositive est un capteur de température uniquement. Pour les deux capteurs, les coûts ne dépassent pas 20 €. Nous avons ici un pluviomètre à bascule, qui mesure l'eau précipitée en mesurant le nombre de fois où les bascules, d'un volume connu, se vident. La sonde de pH est insérée dans le sol. Elle fournit des informations sur l'importance du maintien de la neutralité du sol, la solubilité de certains métaux traces, le type et la charge des microbes, ainsi que les caractéristiques chimiques et physiques du sol lui-même. Le système de mesure du rayonnement solaire fournit des mesures en luxe, ce qui est nécessaire pour comprendre la dynamique de certains événements ou pour évaluer le risque de brûlure des feuilles. Le capteur d'humidité du sol a été abordé plus haut dans cette leçon. Dans ce cas, le capteur le plus cher est le capteur de pH, et c'est le capteur le moins caractéristique ou le moins utilisé. Le capteur de dioxyde de carbone pourrait présenter un intérêt futur. Lorsqu'il est placé pour mesurer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce capteur peut fournir des informations sur les niveaux de pollution potentiels. Lorsqu'il est placé sur le sol, il fournit des informations sur le taux de biodégradation de la matière organique. Le capteur en exemple, comparé à d'autres homologues qui peuvent coûter plus d'1 millier d'euros et d'une soixantaine d'euros. Voilà qui conclut notre leçon. Comme toujours, nous vous laissons avec le matériel que nous avons utilisé pour créer cette leçon et que nous vous recommandons de lire pour aller plus loin. Au revoir et à la prochaine leçon.